Vite à prendre place, il reste quelques sièges. Sinon, on va commencer sans plus tarder. Je suis Catherine Boucher, je suis attachée de presse de la ministre des Relations internationales et de la francophonie, Mme Biron. Je vais vous présenter rapidement les intervenants qui vont prendre la parole aujourd'hui, puis on pourra commencer sans plus tarder. Donc, on commencera aujourd'hui avec un mot de bienvenue de Mme Marjorie Villefranche, qui est directrice générale de la Maison d'Haïti. D'ailleurs, merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui pour cette belle annonce. Ça sera suivi d'un mot de la ministre des Relations internationales, Mme Biron. Monsieur Carman, ministre responsable des services sociaux, prendra la parole par la suite. Ensuite, on enchaînera avec Monsieur Voltaire, qui est le président du Centre international de documentation et d'information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne. Puis, on cédera la parole à M. Guy Michel, qui est ancien directeur du bureau du CECI en Haïti et conseiller stratégique auprès de la direction générale du CECI. Puis ensuite, le mot de la fin sera donné par M. Calixte, qui est président du CA de la Maison d'Haïti. Sans plus tarder, je laisserai la parole à Mme la ministre des Relations... non, pas vrai, Mme Villefranche. Alors, Madame Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la francophonie et ministre responsable de la condition féminine, Monsieur Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux et les dignitaires qui sont ici actuellement, Monsieur Benjamin, Madame Dorismont, Monsieur Corville, je ne sais pas si j'ai raté des personnes, Madame Garceau, excusez-moi, Monsieur le directeur du CECI, voilà. Madame Madouani Kakadé, voilà, merci beaucoup. J'essaie de ne pas oublier les dignitaires en général, je dis et les dignitaires. Voilà. Et puis, Monsieur Gérald Calixte, président du CA de la Maison d'Haïti. La Maison d'Haïti vous souhaite la plus cordiale bienvenue dans ses locaux. Le nom même de Maison d'Haïti indique clairement que toute personne qui y est reçue est dans sa maison. Donc, Madame la ministre, Monsieur le ministre, bienvenue chez vous. Aujourd'hui est un jour où nous attendons beaucoup de vos annonces, car notre pays a besoin de toute la solidarité internationale qu'elle peut recevoir et le Québec est un ami précieux. Et avant de vous passer la parole, vous savez que j'ai quand même une marotte qui est les migrants. Donc, avant de vous passer la parole, j'ai une demande à vous faire. Et que ce dossier ne relève pas de vous, bien sûr, mais vous pouvez porter ce message au Premier ministre, M. Legault, et à la ministre de l'Immigration, Mme Fréchette. La communauté et les familles haïtiennes du Québec demandent instamment au gouvernement du Québec de participer au programme spécial du Canada d'accueil des 15 000 migrants. Souvenez-vous que ce geste venait concrétiser l'engagement pris le 24 mars lors de la visite du président Biden. Les familles haïtiennes comptent beaucoup sur ce programme et ils espèrent beaucoup être capables de faire venir leur famille, parce que c'est un programme de parrainage, donc ça veut dire que ce sont des familles haïtiano-québécoises ici qui peuvent parrainer leur famille. Donc on vous demande de porter ce message. Voilà. Donc j'arrête de faire mes demandes. Et au nom de toutes les familles et de la population haïtienne, 1000 fois merci. Je céderai donc la parole maintenant à Mme la ministre des Relations internationales et de la francophonie. Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir à la Maison d'Haïti. Effectivement, on se sent un peu chez nous. J'ai l'impression d'être un peu en famille aujourd'hui avec mes collègues, puis mes collègues à l'Assemblée nationale qui sont venus nombreux. Il y en a qui n'ont pas pu venir, mais ils ont tous été consultés. J'ai envie, avant de vous présenter le projet, quand même de vous dire un peu notre cheminement dans cette histoire-là. Quand le premier ministre m'a nommé aux Relations internationales, en fait, le hasard a voulu que mon voisin à la table du Conseil des ministres, c'est Lionel Carman. Et je disais souvent à Lionel, faudrait qu'on fasse quelque chose pour Haïti. Ça me taraude, ça m'achale. C'est notre 5e diaspora en importance au Québec. Ils sont 156 000. Ils sont ici depuis longtemps. Les Haïtiens contribuent beaucoup à
à notre communauté. Moi-même, plus jeune, au secondaire, j'ai eu des professeurs de la communauté haïtienne qui m'ont marqué profondément. J'en garde un bon souvenir. Je me disais, c'est terrible. Je me disais, bien, au Québec, on a des moyens X. Le problème est terrible en Haïti, mais il faudrait quand même qu'on arrive à faire quelque chose. J'ai parlé de ça avec le premier ministre, puis il m'a dit, faisons une priorité. On va en faire une priorité. Alors, on s'est mis au travail, puis on s'est dit, on va préparer quelque chose d'intéressant pour Haïti. Alors, il y a 3 mots-clés importants dans le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. D'abord, c'est à la mesure du Québec. Ça nous ressemble, nous, et c'est dans nos capacités à nous d'intervenir sur le terrain en Haïti. Le deuxième mot-clé, c'est collaboration. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont venus me voir à mon bureau et qui m'ont dit, moi, j'aimerais voir ceci. Moi, je pense qu'en Haïti, on pourrait faire cela. J'ai tel projet pour Haïti. Et je voulais que ça se fasse en collaboration avec la communauté haïtienne et j'ai retenu beaucoup des suggestions qui ont été faites pendant cette période de consultation-là. Je voulais aussi que les partis d'opposition soient impliqués. Quand ça passait au Conseil des ministres, je les ai réunis, je leur ai raconté ce qu'on faisait. On est dans la circonscription de Franz Benjamin, un collègue libéral. On est content qui soit ici aujourd'hui pour nous recevoir, ainsi que les collègues des partis d'opposition. Et tout le monde était quand même assez emballé. Le troisième mot-clé, c'est cibler. Ce que je voulais surtout, c'est que l'argent qu'on met sur la table se rende au bon endroit, parce que c'est une critique que je lis souvent dans les journaux. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que cet argent est détourné par les gangs ou par autres? Alors, je voulais que ce qu'on fasse, qu'on propose, soit clairement se rendre au bon endroit. Alors, je pense qu'on va réussir notre pari. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est un projet de 4,8 millions de dollars sur une période de 3 ans. Ça se décline en 3 axes. D'abord, l'aide aux plus vulnérables de la population haïtienne, particulièrement les femmes et les jeunes. Le deuxième axe, c'est l'éducation, la formation professionnelle et l'enseignement supérieur offert à des étudiants haïtiens. Et le troisième axe, c'est la justice, la sécurité, la sensibilisation de la gouvernance locale en Haïti. Alors, vous allez me permettre de développer un peu, quand même de vous résumer ces 3 axes-là. Nous voulons d'abord offrir un soutien spécial à des organismes de coopération internationale québécois et à leurs partenaires en Haïti. Nos organismes de coopération internationale sont déjà sur le terrain. Ils ont fait un travail formidable pendant la pandémie. Alors, on s'est dit, quoi de mieux que d'utiliser ceux qui connaissent déjà le terrain, et ils avaient d'ailleurs des projets à nous présenter. On fait déjà des choses en Haïti. Je pense notamment au projet SAGA. Il y en a peut-être qui le connaissent ici. Je vois des gens qui disent oui. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'être sur le terrain, d'encourager les plus vulnérables, essentiellement les femmes, à reprendre davantage leur pouvoir, à avoir une autonomie économique pour être capable de nourrir leurs enfants spécifiquement. C'est plus difficile pour elles, notamment. Le microcrédit est une solution aussi. En fait, on va faire un appel à projet pour essayer de cibler précisément le travail qui se fera sur le terrain. On voulait aussi soutenir la diaspora haïtienne ici au Québec. Et ça, c'est une demande que au cours des consultations, j'ai entendue. Puis pour moi, c'est tout à fait naturel parce que les gens de la diaspora ici, ils connaissent les gens sur le terrain et ils ont des demandes directement de leurs proches ou de gens qu'ils connaissent. Et là, ça va leur donner un peu plus de sous pour pouvoir intervenir. On a, bien sûr, on veut aussi renforcer l'autonomisation économique des femmes haïtiennes. J'y reviens un peu avec différents projets, mais j'insiste sur cet aspect-là parce que les femmes sont particulièrement vulnérables en Haïti et elles sont souvent responsables de nourrir leurs enfants. Le deuxième axe concerne l'éducation auprès des Haïtiens. Alors oui, je dirais là-dessus qu'on a plusieurs projets
intéressants. D'abord, on va former des enseignantes du primaire pour qu'ils puissent, enseignants et enseignantes, pour qu'ils puissent faire de l'enseignement à distance et mieux rejoindre les enfants, les élèves chez eux. La vie continue, ou en fait, elle doit continuer au meilleur des possibilités. Je pense, en dehors de Port-au-Prince, c'est quand même Cap-Haïtien, où il y a beaucoup d'enfants et on aimerait qu'ils continuent leur éducation. Alors, on va faire un travail d'enseignement à distance. On va aussi permettre à des finissants de l'école d'optométrie de faire des stages cliniques pratiques dans des régions qui sont sécuritaires, notamment à Cap-Haïtien. Je reviens sur cette région-là parce qu'on pense que dans la mesure de nos moyens, c'est peut-être bien de travailler en dehors de Port-au-Prince plus spécifiquement. Et bon, ben, les finissants en optométrie, quand même, c'est bien de pouvoir lire et de pouvoir voir. Alors, il y a des besoins importants. Il y a aussi un travail qui va se faire auprès des cadres en milieu rural haïtien pour offrir une formation universitaire en gestion de crise. C'est en fait c'est le bout en fait enseignement supérieur. Mais le gros de l'argent dans l'axe 2 va aller dans des exemptions de droits de scolarité à des jeunes haïtiens qui veulent venir ici au Québec pour étudier en formation professionnelle. Alors ça va être un bon montant d'argent qui va permettre à des jeunes de pouvoir avoir une formation ici au Québec. Le troisième axe, comme je vous l'ai présenté, c'est beaucoup la sensibilisation de la gouvernance et de l'appareil de justice en Haïti. En 2016, vous savez que la dernière élection qui a élu le président Moïse, le taux de participation était de 10 %. Il faut ramener une meilleure conscience à ce niveau-là. On peut faire de petites choses, mais des choses quand même importantes. Et on a eu des projets intéressants, notamment du CECI, concernant la stimulation de la participation citoyenne à l'intérieur de leur communauté. Alors, on parle surtout dans Cap-Haïtien des petites communes de Cap-Haïtien pour amener les gens à s'impliquer davantage dans la gouvernance de leur secteur, de leur communauté, pour essayer de s'avancer. Plus on s'implique, plus on a une chance, en fait, de pouvoir travailler ensemble pour pouvoir trouver des solutions et peut-être mener à plus grande échelle à une conscientisation de la prise de pouvoir à l'intérieur du pays. Bien sûr, c'est difficile sur le terrain en Haïti, on le sait, mais notre action, elle se veut une main tendue sur 3 ans. Peut-être qu'on continuera un petit peu plus loin après, on verra, mais il y a un travail, on veut être là pour nos amis, dans la mesure de nos moyens. Je disais ça à mes collègues, je dis, vous savez, la communauté haïtienne, c'est nos amis, c'est l'autre État francophone d'Amérique. Il y a le Québec, et il y a Haïti. Et on est très attachés à la communauté haïtienne au Québec. Puis, je me dis, quand c'est difficile pour nos amis, nous, quand on a des amis proches, puis on aide comme on peut, on lui tient la main, on fait ce qu'on peut, ben c'est un peu notre geste à nous pour dire à nos amis haïtiens, on est là pour essayer de vous supporter dans cette période difficile. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je passerai maintenant la parole au ministre responsable des services sociaux, M. Lionel Carman. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Extrêmement heureux de vous voir en si grand nombre pour une si belle annonce. Merci beaucoup, Martine, d'avoir organisé tout ça puis de nous inviter aujourd'hui. À mes collègues, Shirley, Franz, Brigitte, merci beaucoup d'être ici. Aux élus municipaux également, merci beaucoup d'être ici, M. Corville, Franz, Monsieur Calixte également, merci Marjorie, merci de nous accueillir. Donc aujourd'hui, je me tiens devant vous, évidemment comme ministre responsable des services sociaux, c'est mon rôle, mais surtout comme fier haïtien. Et je suis très heureux de ce que Martine nous a raconté, des discussions qu'on a eues depuis son entrée en poste et de son désir de vouloir aider notre communauté. Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai
en tant que médecin. J'étais retourné en Haïti depuis 2008, 3-4 fois par année pour offrir des services de neurologie, plus spécifiquement d'épilepsie. On a développé une clinique à Port-au-Prince, clinique mobile qui se rendait à Jacmel et puis à Mirebalais pour offrir des services. Et j'ai vu de mes yeux là, les enjeux du réseau de la santé et de la condition des femmes et des jeunes enfants en Haïti. Et j'ai tenté de sensibiliser Martine à cette condition-là. Et je vois que dans le plan, on le reprend. Donc j'en suis très, très heureux également. Les besoins sont immenses. J'y allais 3-4 fois par année, malheureusement depuis 2018, même si j'ai eu le OK de la commissaire à l'éthique, je n'ai pu retourner en Haïti pour des raisons de sécurité. Donc je n'ose imaginer dans quel état la situation est actuellement. Et je crois que ce plan est très, très important pour venir aider la population. En 2021, le ministère de la Santé, en tant que ministre responsable, on avait réussi à aider suite au tremblement de terre. Et avec cette même méthode où on avait ciblé de l'aide par des organisations communautaires, et on avait réussi à déployer des sommes avec la communauté aquinoise dans la région de Jacmel. Donc ça avait été très important pour moi de participer. Mais là, ici, Martine, j'ai l'occasion d'aider encore plus, de contribuer plus activement, et j'en suis très heureux. Donc moi, je viendrai surtout vous parler de l'aspect médical et de la clinique qui va se faire avec le projet de l'unité de santé internationale de l'Université de Montréal et les cliniques mobiles dans le nord du pays. Je crois que de cibler le nord est la bonne stratégie. Évidemment, on a les travaux que M. Samuel Pierre fait dans la région. On a une certaine paix sociale dans la région qui est importante également. Et je pense que l'impact va être beaucoup plus grand dans cette région que si on avait ciblé par exemple Port-au-Prince. Et je crois que la collaboration avec l'unité de l'Université de Montréal, que je connais bien, est également une très bonne cible pour réussir un tel projet. Je pense que plusieurs autres mesures que je ne reprendrai pas, que tu as bien expliquées, vont faire une différence dans la communauté haïtienne ici et là-bas. Et surtout, ce qui m'encourage beaucoup, c'est que c'est des mesures qui vont faire une différence sur le terrain. Puis je suis sûr que ici, c'est ce qu'on veut tous. Donc, je veux remercier toutes les équipes de Martine, tous les Québécois aussi, pour leur humanité, leur solidarité envers le peuple haïtien. Je veux remercier tous les partenaires et les amis d'Haïti qui sont ici dans la salle et partout à travers le Québec. Il faut venir en aide à la communauté haïtienne dans cette période trouble. Mais vous savez, le peuple haïtien, c'est un peuple résilient et je suis confiant et nous sommes tous confiants qu'on va s'en sortir. Merci beaucoup tout le monde. Merci, Monsieur le ministre. Je passerai la parole maintenant à Monsieur Michel. Bonjour à tous et à toutes. Madame la ministre Biron, Monsieur le ministre Carman, Mesdames les directrices générales, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs, comme on dit en vieux français, en vos titres et qualités respectifs. Je suis très heureux d'être ici ce matin pour voir se concrétiser cette importante et stratégique initiative dans le contexte actuel. Je veux parler de l'initiative portée par le CECI et ses partenaires. C'est le résultat d'un travail d'équipe et d'une analyse de plusieurs années. Le CECI collabore sans interruption depuis plus de 50 ans en sol haïtien, et ce malgré les situations changeantes et l'instabilité multifactorielle. L'organisation a su solidifier son impact et son ancrage, notamment grâce à son approche basée sur la collaboration, la ministre en a parlé tout à l'heure, et la participation avec les parties prenantes de la société civile, du secteur privé et de l'État. Le CECI reconnaît l'état de grande fragilité d'Haïti, mais il assume son choix d'en faire un pays prioritaire de sa programmation.
Le CECI soutient les efforts de gouvernance inclusive et redevable, valorisant le rôle des femmes et des jeunes, ainsi que le nexus entre l'action humanitaire d'urgence, le développement durable et la consolidation de la paix. En Haïti, la gouvernance locale est incontournable et fondamentale pour stabiliser la situation. Elle se doit être inclusive et redevable. Le nouveau projet Alliance pour une gouvernance inclusive et redevable en Haïti, dont l'acronyme est AGIR, est une opportunité d'adresser cet élément central de la crise actuelle. On observe une nécessité de favoriser une nouvelle dynamique de redevabilité entre les citoyennes et citoyens et les institutions de l'État au niveau local afin d'encourager de meilleurs services et une gouvernance qui incarnerait plus de confiance entre les citoyens et les citoyennes et leur État. L'idée de cette alliance est d'augmenter la participation citoyenne dans des espaces de concertation pour le développement économique et social et favoriser une gouvernance adaptée aux besoins locaux et incluant la participation des jeunes et des femmes. Le projet sera donc mis en œuvre en étroite collaboration avec un groupe d'acteurs locaux qui sont des partenaires de longue date du CECI, soit l'Université Quisqueya, une fédération de femmes, Association des femmes Soleil Levé à FASDA, l'organisme de gestion de la destination nord d'Haïti, qui est un regroupement du secteur privé, etc., et par des acteurs et actrices de la diaspora haïtienne au Québec. L'approche du projet est aussi un élément clé selon nous. Nous pensons que c'est dans le cadre d'un processus endogène accompagné et d'une démarche de co-création qu'on pourrait adresser l'enjeu de la gouvernance en Haïti. Il faudra le faire de manière graduelle et être patient et patiente en se concentrant sur un territoire en particulier. Certaines régions du pays, vous l'avez déjà entendu, plus sécuritaires et bénéficiant d'un solide tissu social, de structures fonctionnelles et de possibilités économiques, peuvent servir de terreau fertile à l'élaboration de modèles alternatifs qui peuvent influencer positivement l'ensemble du pays. La mobilisation d'acteurs et d'actrices clés de changement autour d'intérêts, de menaces et d'opportunités communs va favoriser la priorisation d'actions et des mécanismes collectifs de suivi. Les parties prenantes influençant une gouvernance juste doivent faire partie du dialogue. Je parle ici autant de la société civile, du secteur privé, des autorités locales, des services déconcentrés de l'État. Pour y arriver, il faut tenir compte des cadres normatifs existants, des expériences prometteuses passées, des réalités locales et mettre à contribution les mécanismes déjà en place. Des actions ciblées, concrètes et réalistes peuvent contribuer à terme à établir une meilleure gouvernance locale basée sur un plus haut niveau d'engagement citoyen, une plus grande redevabilité des élus et des services de l'État et une meilleure confiance entre les citoyens et citoyennes et leur gouvernement. Nous avons choisi la région métropolitaine du Cap-Haïtien pour le projet. Car le CECI y a un bureau depuis plus de 15 ans. La situation est relativement stable et nous avons déjà établi des liens de confiance avec les différentes parties prenantes. Les éléments à retenir sont donc que ce projet mise sur le dialogue et la co-construction entre les parties prenantes ayant un impact sur la gouvernance et en mettant au premier plan le rôle et la place des femmes et des jeunes. Cette alliance est aussi le lien entre ce qui se passe en Haïti et sa diaspora au Québec, notamment avec la collaboration des partenaires, ici comme la Maison d'Haïti qui nous accueille aujourd'hui, ou encore l'Institut d'études internationales de Montréal de l'UQAM. Je remercie d'ailleurs le gouvernement du Québec qui confirme la position du Québec
et l'importance qu'elle accorde à Haïti, qui, rappelons-le, apporte de par sa diaspora beaucoup aussi. Ce projet est donc une alliance de collaboration pour contribuer humblement à revaloriser les fondements d'une société stable, soit une gouvernance représentative des besoins et des réalités de sa population. Merci beaucoup. Merci. Je passerai maintenant la parole à M. Voltaire. Bonjour tout le monde. Madame Martine Biron, Monsieur Lionel Carman, les députés ici présents parmi nous, Monsieur Corville et les représentants d'organismes qui sont là, et surtout à la Maison d'Haïti qui nous accueille aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier Madame la ministre pour cette annonce, parce que ça s'inscrit aussi dans un processus de consultation qui a débuté. Nous avons rencontré avec plusieurs de nos collègues la ministre qui est venue nous rencontrer dans ses bureaux, enfin, on l'a rencontrée dans ses bureaux. Mais je voudrais souligner quelque chose de fondamental. Dès les années 1920, un penseur haïtien, ancien ministre de l'Éducation nationale en Haïti, c'était M. Dantès Bellegarde, un penseur émérite, avait souligné lors de sa visite au Québec, où il a d'ailleurs publié son livre sur la nation haïtienne, nous étions en pleine occupation militaire américaine, il avait souligné que Haïti et le Québec avaient un destin un peu commun. C'était un peu... et que Haïti devrait compter sur le Québec. Nous sommes en 1929, quand il prononce ces paroles, sur le Québec pour assurer sa modernisation. Face à ce qui se présentait comme un projet américain, c'était donc un projet alternatif. Et il y a eu des relations qui se sont tissées au fil du temps entre le peuple du Québec et le peuple haïtien, entre la communauté haïtienne qui aujourd'hui est une communauté qui existe depuis plus de 70 ans au Québec, sinon un peu plus, et le peuple québécois. Je crois qu'aujourd'hui, cette annonce est importante. Mais cette annonce, pour moi, c'est un début d'un processus. Et en ce sens, Haïti est confronté à une crise majeure. C'est peut-être la crise la plus importante de son histoire, crise économique, mais surtout une crise sécuritaire qui obère toute possibilité de développement dans le court terme. Et pour moi, ce qui est important avec cette annonce, c'est peut-être d'ouvrir ce que j'appelle au-delà des mesures gouvernementales, qui certes sont limitées de par le rôle du Québec, mais le Québec pourrait aussi jouer le rôle auprès du gouvernement fédéral. Je dirais d'inciter le gouvernement fédéral à prendre des mesures un peu plus adéquates en faveur du peuple haïtien. Mais surtout, ce que je crois, c'est qu'il y a certaines réformes inévitables, et je n'essaierai pas d'être trop long, il y a des réformes où le Québec peut aider Haïti à surmonter un certain nombre de problèmes structurels. Non seulement au niveau de la sécurité, je pense surtout au niveau de la justice. Je pense au niveau de la DGI, c'est-à-dire de la Direction Générale des Impôts. Une réforme fondamentale est nécessaire parce qu'Haïti est le pays qui a le taux d'imposition le plus faible dans toute la Caraïbe. Et sans cela, Haïti ne pourra jamais disposer de ressources autonomes. Mais surtout, je crois qu'il y a au niveau du processus électoral qui devra nécessairement se réaliser, il y a peut-être aussi pour le Québec de pouvoir appuyer un conseil électoral permanent qui sera l'organisatrice d'élections transparentes, et sans cela, il n'y aura aucun développement. On peut toujours faire des petites actions, c'est toujours très bien, des individus en bénéficieront. Mais je crois que ce qui est possible, c'est peut-être de renforcer un conseil électoral pour assurer des élections. Vous l'avez souligné, Madame la ministre, qu'il n'y avait que 10% de gens qui ont participé à des élections, que les gens pensent qu'ils sont un processus de sélection et non pas d'élection. Je crois que cela, c'est extrêmement important. Et le Québec peut être appuyé, les commissions électorales, pour assurer, je dirais, la transparence de ces élections à tous les niveaux. C'est ce qui permettra peut-être d'avoir des élus représentatifs. Et finalement, je terminerai en disant, c'est un appel aussi
à l'ensemble de la société civile québécoise. Moi, au-delà des gouvernements, il y a la nécessité de tisser des rapports avec des institutions québécoises, que ce soit des institutions universitaires, les cégeps. Et il est important aussi, par exemple, pour le Québec de jouer un rôle important dans ce que j'appelle en Haïti, nous on a travaillé dessus, la question de l'aménagement linguistique. Il est certainement important, par exemple, de renforcer les capacités d'enseignement du français langue seconde et de pouvoir travailler avec les gens sur la question d'aménagement linguistique entre le créole, qui est la langue nationale, qui est la langue parlée par tout le monde, et le français. Donc, il y a ici, avec cette annonce, l'ouverture d'un processus prometteur, parce que cela permet à tous les niveaux, je dirais, d'établir ces rapports entre la communauté haïtienne, le Québec, mais surtout entre la communauté haïtienne, ses institutions et Haïti. Merci encore, Madame la Ministre et Monsieur Carman. Merci, Monsieur Voltaire. Je passerai maintenant la parole à Monsieur Calixte. Bon, nous voilà à la fin d'une réunion très spéciale. Donc, d'abord et avant tout, je vous remercie tous d'être là, Madame la Ministre, Monsieur Carman, et tous les autres dignitaires, dont j'oublierai les noms. Monsieur Bergeret. Bon. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites en très peu de temps, des choses importantes de Monsieur Voltaire, de Monsieur Michel, de Madame la Ministre. Et quand on doit faire un mot de la fin, on essaie de tout rapailler tout ça pour dire, finalement, le problème, c'est qu'on a un problème. Le problème, c'est qu'on a un problème. On en a à toutes les sphères, partout. Et c'est en faisant des petits pas qu'on va arriver à résoudre ce qu'on appelle un problème. Donc, ce fait un honneur pour la Maison d'Haïti de vous recevoir, le lancement d'un plan de soutien. Au nom de cette communauté haïtienne, de sa diaspora, nous vous remercions. Ce soutien immédiat et à long terme, pourquoi j'ai bien à long terme, que vous proposez portera fruit, soyez-en assurés. Là-bas, il y a des hommes d'honneur qui vivent un calvaire. Oui, ils vivent un calvaire en Haïti. Ça n'a aucune comparaison avec ce que nous vivons ici. Un peu de neige, un peu de pluie, il fait chaud, il fait froid, mais ça, on peut toujours s'organiser. Là-bas, ils ne peuvent pas s'organiser, ou très difficilement. Donc, ils se battent tous les jours pour défendre le salut de l'île, plein d'espoir et de conviction, car un pays ne meurt pas, se disent-ils. On n'est pas toujours certain, hein? Et ça peut mourir. Aujourd'hui, nous devons tout faire pour maintenir en vie notre pays et placer l'espoir de notre jeunesse dans notre jeunesse par les réformes de nos institutions et par leur éducation. Et citer un inconnu au nom de Victor Hugo, ouvrez les écoles et vous fermerez les prisons. C'est drôle, ça fait un sens, ça a un certain sens, encore mieux chez nous. Nous faisons face à une crise d'insécurité, mais la sécurité est un bien collectif. Et trop longtemps, victime de négligence et d'individualisme, nous avons négligé de la protéger. Et la nature a horreur du vide. Et les gangs sont nés. Ce problème devra se résoudre et nous devrons le résoudre avec de l'aide, oui, mais nous devrons en être les principaux acteurs de cette solution. Ce peuple si fier et si vaillant, dont les fils font de grandes choses ailleurs, a perdu un peu de vision, ce n'est que temporaire, espérons-le. Madame la ministre, merci de vouloir nous aider à porter le flambeau de cette liberté retrouvée. Merci beaucoup de votre visite. Merci. On va passer à la période de questions des représentants des médias. Il y a un micro situé au fond. Je vous invite à vous identifier votre média ainsi qu'à qui s'adresse votre question. On va garder ça sur le sujet du jour, s'il vous plaît. Bonjour. D'emblée, je suis désolé, ma question n'est pas sur le sujet du jour.
Est-ce qu'on peut prendre les médias qui ont des questions sur le sujet du jour d'abord et vous reviendrez à la fin si vous avez une autre question? Madame, si vous permettez, je suis déjà là et ma question est importante à mon avis. Vous êtes représentant de quel média? Je m'appelle Jean-Numa Goudou du journal Intexto, un journal de la communauté haïtienne. Votre question s'adresse à? À M. Carman et à Mme Biron, qui ont entendu évidemment Mme Villefranche, sa demande. Justement, juste à côté de nous, il y a un programme que les Haïtiens appellent Biden. C'est un programme humanitaire qui permet à des milliers d'Haïtiens colombiens de rentrer aux États-Unis et d'aller retrouver leurs proches. Et c'est leurs proches qui vont les intégrer. Donc, il n'y aura aucune charge de l'État. C'est à peu près la même chose que le fédéral vient d'annoncer et Québec dit qu'il ne participera pas. J'aimerais comprendre pourquoi. Parce que la communauté haïtienne vous dirait que ce qui nous aiderait, nous, ici, c'est d'accueillir notre famille en difficulté là-bas. Je crois que M. Carman en sait quelque chose. Merci beaucoup pour cette question. Ça rejoint beaucoup la revendication de Mme Villefranche. Puis, honnêtement, je pense que autant, je ne veux pas parler pour Lionel, mais je pense qu'il est aussi préoccupé que moi par cette question-là. La chose que je peux dire là-dessus, je l'ai dit aussi à Mme Villefranche avant cette conférence de presse, c'est que d'abord, c'est le gouvernement fédéral qui règle et qui s'occupe du dossier des migrants et des réfugiés. Nous, ce qu'on peut faire, notre pouvoir, c'est de porter ce dossier-là à notre collègue Christine Fréchette, puis je pense qu'on discute passablement ensemble pour avoir une conversation avec elle et voir comment elle peut le porter, elle, au niveau fédéral. Mais et je pense que c'est beaucoup plus notre pouvoir d'influence et notre revendication auprès du gouvernement fédéral qu'il va falloir faire valoir. Merci. On passerait donc au prochain. La revendication, c'est quoi? La revendication, c'est quoi? Je crois que vous avez entendu. On va passer le message à Mme Fréchette. Et ce qu'on veut, c'est faciliter ce que vous avez mentionné dans les limites de notre capacité. Merci. On va passer au prochain média. Bonjour, Stéphane Roland de la presse canadienne. Madame Biron, le directeur du Programme alimentaire mondial a fait la tournée des médias au Québec, parler de l'insécurité alimentaire. Si je comprends, il n'y a rien dans l'annonce au sujet du volet alimentaire. Qu'est-ce qu'il y en est là, pour ce dossier-là par rapport à Haïti? Je pense qu'il est ici, M. Bauer. Je le vois, bonjour. Je l'ai rencontré à l'Assemblée nationale. On a discuté de cette question-là. Je pense que le gouvernement fédéral, en fait, à ce niveau-là, le gouvernement fédéral a mis 100 millions de dollars en aide humanitaire. Les États-Unis ont mis un montant substantiel également. Nous, dans la mesure de nos capacités, il a été décidé qu'il était peut-être plus important pour nous d'intervenir auprès des gens sur le terrain pour les aider à poursuivre leur vie, c'est-à-dire aider les femmes en difficulté à s'occuper de leurs enfants, aider les femmes aussi qui doivent accoucher. Avec Lionel en parlait, c'est vrai qu'on a discuté de cette question-là. Aider aussi à ce que l'éducation, tant au primaire, secondaire et universitaire, se poursuive. Alors, on est dans notre capacité d'intervention avec les montants qu'on a disponibles en aide humanitaire. Ça aurait été difficile au niveau de l'alimentation, mais je pense que le gouvernement fédéral en fait un bout. Peut-être qu'il pourra en faire davantage. Là, ça demeure à voir. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Bauer? Non. Puis, peut-être en question de suivi, pour le 4,8 millions, c'est sur 3 ans, qu'est-ce qui va être déployé dès maintenant, là, au cours de l'exercice en cours? Je vais peut-être me donner mon cahier. Je l'avais en note. Je pense pas que ce soit le bon cahier, mais je peux vous donner le détail tout à l'heure, là, mais c'est peut-être dans mon sac, là, j'ai mon cahier. Non, mon cahier est dur, là. Juste apporte-moi mon sac, je vais vous le donner. Non. OK. Je connais où sont mes bonnes notes.
Je devrais toujours traîner mes affaires moi-même. Voilà. Merci pour votre patience. Je ne pensais pas que vous avez une telle passion pour les chiffres, mais... Je viens de l'économie, d'habitude, là, c'est une autre affectation. Oui, c'est pour ça que ça m'intéresse. Non, mais j'ai le détail, puis je vais vous informer là-dessus avec plaisir. Bon, alors, la première année, 4,8 millions sur 3 ans. La première année, c'est 1 450 000. La deuxième année, 1 760 000. Et la troisième, 1 670 000. Alors là, ça se décline évidemment par différents axes. L'axe 1, par exemple, sur une période de 3 ans, c'est 2 750 000. L'axe 2 sur 3 ans, c'est 1 185 000 et l'axe 3, c'est 950 000. Et je pense même que je peux vous donner avec le détail, là où va la meilleure part de gâteau, la plus petite, enfin. Non, c'est bon. Il y a moyen de... je peux vous donner beaucoup de détails, si vous voulez. Dernière question de suivi. Vous avez fait allusion à la sécurité sur le terrain, puis c'est une question qu'on a quand on fait des interventions. Comment vous avez ajusté justement vos interventions, puis comment vous prenez les précautions nécessaires là, pour s'assurer que vos interventions, les gens qui les font sont en sécurité, puis que ça donne les résultats nécessaires? Bien, c'est une excellente question parce que c'était une préoccupation quand on discutait, puis j'en ai discuté aussi avec les gens de la communauté. C'est hors de question qu'on mette les gens dans une situation de danger. Alors, envoyer des gens en Haïti, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est clair que c'est notre responsabilité de s'assurer de la sécurité de l'ensemble des Québécois. Mais c'est pour ça qu'on a choisi des gens qui avaient de l'expérience, qui connaissaient bien le terrain. J'écoutais M. Michel parler au nom du ceci. Ils ont grande expérience du terrain. C'est les gens qui sont venus nous présenter le projet Agir. C'est des gens qui connaissent depuis des années le terrain en Haïti. Alors, ils savent comment interagir. Et dans chacun des axes qui ont été déterminés, c'était essentiel qu'on s'assure de la sécurité des gens sur le terrain. Alors, c'est comme ça qu'on va travailler beaucoup avec des gens qui ont d'expertise locale, qui sont déjà sur place, et on va créer les ponts nécessaires avec eux. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait un prochain média? Oui. Est-ce qu'il y en avait d'autres en français d'abord? On passera à l'anglais ensuite. Bonjour, Diana Gonzalez de Radio-Canada. Vous l'avez mentionné à plusieurs reprises que c'est des interventions dans la mesure des moyens du Québec. Je me demande, est-ce que c'est à l'ampleur des besoins sur le terrain? Sûrement pas. Sûrement pas. Les besoins sont tellement élevés. Alors, c'est une question de choix. Et je pense que c'est M. Voltaire qui le disait, ou M. Calix, je crois. Chaque petit pas aide. Chaque geste aide. Alors, c'est un effort de tous au gouvernement. Tout le monde les différents ministères ont collaboré à la mesure de leur capacité. C'est sûr que c'est difficile pour tout le monde au Québec. C'est particulièrement difficile en Haïti. Mais comme Haïti, c'est notre ami, on veut être là. Alors, on a déterminé, on a gratté nos tiroirs, puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut agir, puis de quelle façon est-ce qu'on peut faire une différence. Une petite différence, mais une différence. Alors, je pense que le projet qu'on présente aujourd'hui, il est costaud, il est ambitieux, c'est un beau geste, c'est un vrai geste. Merci. Et pour ce qui est du déploiement, en fait, pour la première année, qu'est-ce qu'on peut voir qui va se concrétiser là? D'abord, il y a beaucoup d'organismes de coopération internationale dont les projets prenaient fin là, avec la fin de la pandémie. Alors, on va réactiver ce travail-là sur le terrain. Pour l'axe 1, on va d'abord faire un appel à projets. Alors, on va déterminer différents projets qui sont en phase avec nos objectifs, c'est-à-dire d'aider les plus vulnérables, femmes et enfants plus spécifiquement. Alors, on va
regarder ça assez rapidement pour qu'on puisse se déployer. Pour ce qui est du ceci, ils ont déjà leur propre expertise. Alors là, maintenant qu'ils savent qu'ils ont le financement, bien, ils vont aller de l'avant assez rapidement. Pour ce qui est des exemptions aux étudiants, ça devrait se faire assez rapidement parce que nous, au ministère des Relations internationales, on a déjà une assez bonne expertise là-dedans. C'est pas du nouveau. Alors, on devrait être capable d'agir rapidement. Merci. Oui. Une chose que j'aimerais dire aussi, puis ce que j'aime beaucoup de ce qui est sur la table actuellement, c'est beaucoup des projets de développement et d'autoréalisation. Tu sais, quand vous parlez d'aide alimentaire, là, on parle de projets de remplacement de la fonction de l'État sur place. Ici, on parle des projets qui vont permettre le développement et l'autoréalisation du peuple haïtien. Donc, même si les montants sont plus petits, je pense qu'à long terme, le potentiel est vraiment là. C'est vraiment un très, très beau projet. Jean-Ernest Pierre, je suis le directeur de CEPAM. On ne voudrait pas répéter de choses que la ministre n'a pas dites. Est-ce que je comprends bien que dans le choix que vous avez fait, lorsqu'on vous parle de la situation de crise alimentaire en Haïti, vous dites faire les choix les plus importants alors qu'on parle d'énormément de gens qui sont en situation critique et qui ont besoin de ce primum vivere pour continuer? Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Le choix du gouvernement du Québec, c'est parmi les choses les plus importantes et on oublie, on passe au second rang, le primum vivere, le boire, le manger? Non, pas du tout. Non. C'est pas ça. En fait, on a fait le choix qu'on a fait, c'est d'essayer de faire une petite différence sur le terrain, là où on peut la faire. Les besoins sont énormes à tout niveau. On a parlé d'un comité électoral, on a une crise politique, on a une crise alimentaire. M. Bauer est ici pour nous sensibiliser à cette question-là, pour nous en parler, pour qu'on puisse qu'on comprenne ce qui se passe sur le terrain. Nous, au Québec, on est un État fédéré très proche d'Haïti. C'est l'autre État francophone, c'est des amis de longue date. Alors, on essaie de poser les gestes qui sont en phase avec nos capacités et qui peuvent faire une différence sur le terrain. L'aide alimentaire, c'est substantiel, les besoins. On n'a pas, nous, au Québec, la capacité de pouvoir apaiser cette crise-là réellement, là, de faire une différence. Par contre, en travaillant, par exemple, dans des secteurs comme Cap-Haïtien plus au nord, avec les femmes, avec les enfants, en éducation, dans les petites communautés, là, on a non seulement l'expertise, mais une capacité de faire une différence. Et c'est ça, notre choix. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en français? Bonjour, Madame la Ministre. Je suis Jean-Bonal Fatal, président de la CTSP. Je viens d'Haïti et je sollicite une dérogation. Pardon, on va prendre les questions des médias. C'est extrêmement important parce que je vis en Haïti et je viens d'Haïti et je retourne en Haïti. Parce que c'est extrêmement important, c'est très important parce que c'est moi qui... Monsieur, peut-être qu'on pourra prendre votre intervention après avec la ministre. Elle sera disposée à vous rencontrer. Je veux juste qu'on permette aux médias de faire leur travail d'abord. Merci. Lisa François from CBC News. I just wanted to have a few words, Minister, about why this announcement today. Why is it important for your government? We have in Quebec an important community from Haiti, and it's the other French state in America, and it's the fifth diaspora in importance in Quebec. And this friendship is important for us. So we decided that we should put together a plan to help Haiti in the way that we can do. So this plan, $4.8 million for 3 years, is especially, I would say, we will work with international cooperation from Quebec to make a difference on the field in Haiti.
Now, many Haitians family here in Montreal would argue that the way to help Haitians is to be able to make them come here. There is that humanitarian program that was announced by the federal government, and it is my understanding that your government is saying that you would not participate. Don't you think it would have been a better way to help Haitians here? Well, the file of refugees is in federal jurisdiction. So I think that the way that we can intervene is that me and Minister Carman intervene and speak with our colleague from immigration, that she could speak with her counterpart, federal counterpart, and see what it's possible to do to accelerate this file. Knowing the level of corruption in Haiti right now, I just have a question about the funds. Do you know where they are going exactly to make sure they really help those people? Thank you very much for this question, because this is, I think, one of our main preoccupation, that the money that we put on the table go at the place that we want. And that's why we are working with our international cooperation organization, so we know that they have the expertise and the knowledge of the field of Haiti. So we are sure that the money could be followed, and you can see what's going to happen on the field. So we're working especially in the region, in the northern part of Haiti. Why that part of Haiti? I'm wondering, why specifically that part? Lionel? So what you see mainly is the situation in Port-au-Prince with the local gangs and entry to Port-au-Prince. But Cap-Haïtien is a region in the north. It has an international airport. The geopolitical situation is a little more stable, and there are already programs in development. Samuel Pierre is as the Gran, and they're installing teaching facilities, daycare facilities, and other facilities in the north of Haiti. So especially us for the medical aspect, I think it's the proper region where we can intervene and make sure that growth is stable. And again, moi je vous le dis à tous, l'autodétermination puis la capacité d'autocroissance du peuple haïtien, là, c'est là qu'il faut investir. C'est vraiment important. Merci. On pourrait maintenant passer à la prise de photos. J'inviterais donc les personnes qui ont pris la parole, ainsi que Mme Doris-Simon, à s'avancer à l'avant pour la prise de photos officielle. Les oppositions, vous serez appelées dans un deuxième temps. Merci. On va juste